Voilà. Voilà. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est très heureux d'avoir été invités à cette conférence. C'est pas forcément une habitude pour nous, donc on va pas. Il faut le présider d'entrée. On a entendu des présentations ce matin et encore celle tout à l'heure très intéressantes qui permettent effectivement de faire des liens et qui renforcent, je crois, l'idée qu'on s'était faite, qu'on a, nous, en tant qu'animateurs socioculturels, quelque chose à dire, je crois, sur ce thème de la préservation du lien hors mur, hors institution formelle, dans l'espace public, dans ces espaces informels. Alors c'est évidemment pour ça, nous, donc, en tant qu'acteurs de l'animation socioculturelle, ça faisait beaucoup de sens et on a décidé donc de vous parler de la participation des jeunes. Alors j'espère qu'on fera pas on va approprier le thème de manière adéquate, hein. Mais l'idée était vraiment de parler de la participation des jeunes au sein des communes, à travers deux projets qu'on va vous présenter et qui ont eu lieu sur Moutier il y a maintenant quelques années, mais qui sont pour nous des projets assez fondateurs et qui marquent un peu un tournant dans notre pratique. Alors notre présentation, elle sera faite en deux parties. On espère qu'elle sera dynamique comme ça. On est venu de Moutier avec mon collègue. Donc Moutier, je pense que vous le savez certainement, c'est dans le Jura bernois. Et puis contrairement à Lugano, c'est un endroit où il fait très souvent beau et chaud. Et donc voilà, on s'est déplacé. Moi, je vais d'abord donner une explication un petit peu plus macro, vous présenter le public avec lequel on travaille. Et puis, dans un deuxième temps, aussi notre service, vous expliquer qui nous sommes. Et ensuite, je passerai la parole à Silver pour la présentation un petit peu plus précise de deux projets, justement. Alors, on a décidé d'entrer en matière à travers la présentation de notre public. Alors, on n'est pas un foyer de jeunes, hein, on est vraiment donc un centre d'animation socioculturelle. On anime principalement un accueil libre quotidien, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, on est un secteur, donc un service de la jeunesse communale, subventionné à 80% par le canton de Berne. Mais nous nous adressons de fait pas à tous les jeunes. C'est-à-dire que certains jeunes n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de nos prestations. Et disons que notre public cible, on a l'habitude de le caractériser à travers quatre critères principaux. Le premier, c'est l'âge. Donc, quand on vous parle de jeunes, pour nous, on vous parle de jeunes de 12 à 20 ans. Ça représente pour notre région de Moutier, les alentours, environ 2000 jeunes. Et puis là, l'animation fait déjà un peu son effet, c'est qu'on ne respecte pas complètement cette règle. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement figé. On travaille parfois à travers des projets spécifiques ou pour une activité particulière avec des jeunes un petit peu plus jeunes. Voilà, on partage un repas, on partage une activité. Mais on accompagne aussi parfois pour des jeunes plus âgés à travers un accompagnement plus individuel en termes d'insertion professionnelle, par exemple. Le deuxième point, c'est ce qu'on peut dire, et ça, c'est en fait les 3 points suivants. Alors, ce n'est pas complètement attesté, mais disons que c'est notre expérience depuis plusieurs années. Là, on est en train de valider en fait un questionnaire, un sondage qui nous permettra d'être un petit peu plus clair avec ces points-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que 9 jeunes sur 10 qui fréquentent les prestations de notre service sont des jeunes d'origine étrangère, avec un parcours migratoire, des parents qui sont arrivés en Suisse, qui se sont fait naturaliser, eux-mêmes qui sont arrivés en Suisse. Donc ça, c'est une première donnée. La suivante, c'est la précarité économique de ces jeunes. Pour faire simple, assez peu de leurs parents, par exemple, exercent des professions libérales, type avocat, médecin. C'est plutôt des jeunes issus d'une classe ouvrière encore assez présente dans notre région, employés peu qualifiés, et même, en fait, les jeunes qui travaillent déjà sont souvent des jeunes un petit peu qu'on peut qualifier au niveau d'une certaine précarité économique. Et puis le dernier point, peut-être le plus intéressant pour cette présentation, pour ce congrès, c'est, nous on le définit en termes de précarité sociale. Alors cette précarité sociale, on y place 3 choses derrière. Ce qu'on constate, c'est un lien assez peu étroit, on va dire, avec des institutions culturelles. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un public qui prend part à des événements organisés au niveau de la commune, des festivals, ce genre de choses-là, qui sont subventionnés souvent par les pouvoirs publics.
Deuxièmement, c'est un public qui participe pas forcément, qui n'est pas forcément intégré au niveau des institutions sportives, typiquement club de foot, club de basket. Donc, ce n'est pas forcément non plus un public qu'on va retrouver très fortement ancré dans ce genre de tissu-là. Et le dernier point, c'est une relative non-représentation au niveau politique. On avait fait un exercice à l'époque où on avait même vu qu'il y avait une disparité géographique. Moutier, c'est pas bien grand, hein, mais même là, il y avait une disparité géographique entre les élus dans le législatif, l'exécutif et les jeunes, qui n'habitaient pas les mêmes quartiers, qui n'habitaient pas les mêmes endroits de la ville, qui ne fréquentaient pas les mêmes endroits. Donc tout ça, en fait, ces données nous amènent à croire que notre service, de par ses prestations, en fait, est un petit peu le dernier lien institutionnel choisi, on va dire ça comme ça, par notre public. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont des liens avec l'école, la famille, qui en termes sociologiques, constituent des institutions, mais ici, c'est un lien choisi. C'est-à-dire qu'il n'y a on n'a aucun jeune qui est placé chez nous, voilà, où il y a un mandat éducatif derrière. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le public, il nous reste à vous présenter qui nous sommes. Alors, le service de la jeunesse d'Action communautaire de la ville de Moutier, donc, comme je le disais, un service d'animation socioculturelle qui, en fait, regroupe 3 secteurs principaux. Un secteur d'animation jeunesse, on anime, donc, comme je l'ai dit, un accueil libre quotidien. On a un secteur action communautaire qui vise un développement de projets dans l'espace public à travers justement la participation des jeunes. Et puis on a un secteur de santé scolaire et communautaire, c'est-à-dire qu'on travaille étroitement avec des infirmières en santé communautaire à travers l'école et souvent des enfants de 6 à 12 ans. On est une équipe de 6 personnes, donc infirmières scolaires, animateurs, personnes en formation. Et puis, on a défini sur la connaissance donc, du public que je vous ai donné avant, 5 axes d'intervention. Alors, ces 5 axes d'intervention, on ne les a pas forcément inventés. Hein, je veux dire, on est allé piocher vers nos camarades, autres animateurs, et puis c'est des choses qui faisaient particulièrement sens pour nous. Alors, je ne vais pas tous les détailler, ce n'est pas forcément le but ici. Je crois que si on fait le lien avec justement la condition du public que je vous ai décrit avant, on peut voir en quoi l'intégration, la socialisation est intéressante en fait, un axe important pour nous. Si on prend par exemple l'axe au milieu, la promotion culturelle, on pourrait typiquement citer l'exemple d'une collaboration avec le musée où on ne va pas forcément chercher non pas le besoin ou l'envie qu'aurait le musée à ce que des jeunes viennent, mais plutôt aussi l'intérêt des jeunes à, par exemple, acquérir un petit job à côté voilà, pendant ses vacances, etc. Et où on va voilà, travailler avec le musée pour l'engager, pour faire de la mise sous pli, faire une communication, etc. Donc c'est aussi travailler avec des institutions culturelles, créer des espaces de rencontre, finalement, entre des institutions, des jeunes, des publics qui ne se rencontrent pas forcément à travers des sphères traditionnelles, si on veut. Ce qu'on peut dire au niveau de notre service, en fait, notre objectif, et pour faire peut-être un petit peu le lien avec ce qui a aussi été dit ce matin, notre objectif, en fait, la finalité, l'horizon qu'on se met, c'est voilà, d'être une structure qui permet finalement la prise en compte de la vie des jeunes. Ce qui est important peut-être de préciser là encore, c'est l'historique de notre service. À la base, donc, on avait un centre de jeunesse qui était principalement basé sur une ouverture quotidienne où quelque part, les 4 heures, la mise en place d'une activité, une sortie annuelle était un petit peu devenue la finalité. Et puis, en regardant le public, on s'est dit qu'il y avait d'autres besoins à travailler. Et notre concept, en fait, notre idée, c'était de donner, à travers le projet, des projets participatifs, un horizon à cet accueil libre. C'est-à-dire que voilà, faire bénéficier de ce qu'on constate au quotidien, comme besoin, comme problématique, de pouvoir les traduire à travers des projets où les jeunes sont réellement actifs, donnent leur avis et travaillent finalement des compétences citoyennes, des compétences d'expression dans la sphère publique. Je crois que c'est ça qu'on peut... Alors, avant de passer la parole à Silver, donc pour vous préciser quelques projets plus en détail, on s'était demandé pour participer à cette conférence, mais alors finalement, en quoi l'animation socioculturelle
est une démarche, est une intervention pertinente dans cette idée de maintenir le lien hors mur. Pour nous, en fait, en décrivant un petit peu notre pratique, on s'est aperçu qu'on avait cinq raisons, cinq principes, si on veut bien, qui nous permettent, disons, de maintenir un lien un petit peu, voilà, qui n'est pas formellement inscrit dans des règlements, dans une contrainte, etc. Alors le premier, c'est peut-être, je l'ai pas mis en premier, mais je l'ai mis en troisième, ou non, même en tout dernier, il n'est pas venu. Non, avant-dernier, voilà. Garantir la libre adhésion. Peut-être que j'aurais dû le mettre en tout premier. L'idée de la libre adhésion, c'est-à-dire de partir au fait que voilà, les gens, les jeunes vont venir chez nous de manière complètement libre, participer, mais aussi le droit de ne pas participer aux activités qu'on va mettre en place. Ensuite, on essaie de garantir un accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, alors vous allez me dire, bon, mais déjà un âge, c'est déjà une première condition. Vous avez vu qu'on n'est pas complètement figé à ce niveau-là, mais l'accueil inconditionnel, c'est aussi accepter de travailler avec des jeunes là où ils sont. C'est-à-dire que s'il y a un problème, par exemple, de consommation, un problème divers, familial, on va aussi accepter le jeune là où il en est, et accepter d'aller nous-mêmes dans une zone grise, nous-mêmes une zone qui nous met peut-être parfois dans un inconfort. Travailler avec voilà, des jeunes qui n'ont pas complètement réglé certains problèmes, ce n'est pas toujours évident. Ça demande un positionnement, mais pour nous, c'est absolument essentiel. Le troisième point, c'est être dans l'expérimentation. J'ai bien aimé ce matin la première intervention de M. Furtos qui disait que finalement, à travers les échecs, c'est aussi un processus d'apprentissage, c'est aussi des choses qui permettent d'aller de l'avant. Et nous, en fait, l'avantage que l'on a par rapport à peut-être d'autres structures, c'est qu'un jeune qui vient chez nous, il a le droit de venir fréquenter un accueil pendant une année sans qu'on lui demande rien du tout. Voilà, il peut revendiquer un droit à la paresse, un droit à l'ennui, et peut-être qu'au bout d'une année, il aura envie de s'inscrire dans l'un ou l'autre des projets qu'on développe. Ce droit à l'expérimentation, c'est le droit de faire des erreurs. En termes d'animation, si un projet ne va pas au bout, ce n'est pas forcément un échec, quoi. C'est quelque chose qui permet aussi de repartir, et le processus est finalement beaucoup plus important que la finalité. Être dans le quotidien comme dans l'exceptionnel, c'est-à-dire pour nous, l'important c'est de demeurer les adultes de référence quelque part tout au long du projet, d'un processus, du lien. Si on constate un problème, qu'on décide de mettre une action en place, on ne va pas à un moment donné passer la patate chaude, si je peux le dire ça comme ça, mais on va aussi garantir le projet, la mise en place du projet jusqu'au bout. Éviter cette rupture de lien qui s'est construite dans le quotidien, qui s'est construite dans des banalités, une partie de ping-pong, des accueils, des discussions sur tout et n'importe quoi. Et puis le dernier point, finalement, en ayant tout ça en tête, ça nous permet, je pense, d'anticiper pas mal de résistances de la part de vue du public. C'est-à-dire qu'on va faire émerger des projets, des problématiques, des soucis, des besoins qui répondent profondément aux aspirations des jeunes. Alors ça, c'est un petit peu donc une attitude qu'on essaie d'avoir. Et puis, si on le met dans le schéma qui est sur la droite de la diapositive, donc c'est un petit peu conceptuel, on n'est pas des professionnels, mais là encore, Silver le mettra peut-être en mots à travers des exemples. Tout part du terrain, c'est-à-dire que pour nous, tout part des jeunes. C'est à travers les discussions, à travers des moments informels, que l'on construit, objective des besoins, des problématiques. Notre travail, à nous, il se situe dans un deuxième temps, au niveau de la conception, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on met en place un groupe de travail, un groupe de parole, quelque chose qui nous permet, avec les jeunes et en tant que professionnels, de définir un plan d'action, quelque chose à mettre en œuvre. Et dans un troisième temps, seulement une mise en œuvre à travers un projet concret qui vise des objectifs selon les 5 axes que j'ai présentés brièvement avant. Donc c'est vraiment ce schéma, il est un peu incomplet parce que depuis, je dirais, la mise en œuvre, il serait intéressant aussi pour nous de préciser qu'on va après questionner le terrain, c'est-à-dire à travers un projet qui est mis en place, eh bien, on a la possibilité de créer des activités à nouveau sur le terrain qui permettent de reconstruire un lien, de préserver un lien avec d'autres jeunes, des plus jeunes ou d'autres publics qu'on avait, qui n'étaient pas pris en compte dans un premier temps. Je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si tu... Oui, je peux prendre le relais. C'était bon. Là, c'est tout bon. Pas mal. Bonjour.
Moi, pour introduire un peu ma présentation, je veux juste dire que j'adore cette journée, enfin aussi hier, le théâtre, c'était magnifique. Visiblement, je suis là pour représenter un peu la partie terrain. Alors, je voulais juste faire un petit sondage pour voir un peu à qui je m'adressais. Qui est travailleur de terrain ici? Un peu plus haut, je vois pas. Qui est étudiant? Parce que je vous inclus. Hein. Parfait. Alors pour vous dire, je me sens à peu près aussi à l'aise que la personne qui est venue faire du rap sur scène après une conseillère nationale, quoi. Bon, je suis là pour vous présenter des choses concrètes, donc 2 projets concrets. Comme Michael l'a dit, il s'agit de projets qui sont symboliques pour nous. Pourquoi symboliques? Parce qu'ils concrétisent un énorme travail de terrain, un énorme travail relationnel qui est la part invisible de notre quotidien. Donc, ils concrétisent le lien qu'on établit au quotidien avec les jeunes dans des activités qui ne sont pas forcément valorisantes. Premièrement, un projet qui s'appelle Survirage. Il s'agit d'un projet de prévention routière. À la base de ce projet, il y a un constat partagé entre les jeunes et nous, l'équipe d'animation du CEJAC, d'un besoin d'une action de prévention dans le domaine de la sécurité routière. On a mis sur pied un projet innovant qui a été soutenu notamment par l'OFAS, donc la Confédération, le TCS, selon les besoins du public concerné. Ce projet était innovant et participatif. L'objectif de ce projet était de questionner la prévention traditionnelle. Il mobilisait une équipe d'intervention pluridisciplinaire et il engageait les jeunes dans toutes ces étapes. Les jeunes, concrètement, participaient à différentes activités. Ils ont participé en amont à la conceptualisation du projet, à sa réalisation. Ils ont pu s'exprimer sur les différentes étapes, quelles formes elles allaient prendre. Et puis, ensuite, on va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Michael. Je vais vous présenter une petite modélisation qu'on a fait ici, pour essayer de rendre visible un peu le projet. Alors, c'est lacunaire, forcément. On essaie de rendre visible, on rend invisible certaines autres choses. Mais les événements étaient un souper quiz, où c'est qu'intervenait notamment une infirmière, quelqu'un de la police cantonale bernoise, quelqu'un du TCS, spécialisé dans la prévention, ainsi que nous-mêmes. Une phase 2 était une phase pratique, où c'est que les jeunes ont pu conduire sur un circuit, où il y a eu aussi des apports théoriques entre 2 séries de circuits. Et une 3e phase qui était soirée karting, et encore une ultime phase qui était la projection d'un film. Tout le processus était filmé et les jeunes étaient confrontés à ces images, ce qui permettait de déconstruire leur discours et de reconstruire un discours. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'entre chaque phase, il y avait des entretiens avec ma collègue qui est psychologue de formation, ce qui permettait aux jeunes de travailler la réflexion, de travailler aussi la prise de conscience. Si je voudrais faire un lien avec ce qui a été dit ce matin, on considère que ces différentes phases permettaient de décongeler les jeunes. Parfait. Maintenant, je vais vous présenter Maurizio, per favore, un petit extrait du film qui a été produit, qui est plutôt destiné à des professionnels parce qu'il montre le processus qui a été réalisé avec les jeunes. Le fait de vouloir s'amuser ou bien de prendre du plaisir à conduire ou simplement faire des tours juste pour notre propre satisfaction personnelle, c'est un peu égoïste. Enfin, de temps en temps, c'est un peu égoïste. Ligne droite, pas dans les virages, dans les gorges, bien en ville aussi. On n'a pas besoin de faire attention et tout ça. Et après, on fait la différence entre la route
on n'a pas le droit de faire tout ça. Et les circuits, on a le droit jusqu'à une certaine... Ça, avoir des voitures hyper puissantes où on peut donner des coups de gaz. En Suisse, on n'a pas de circuit. Aujourd'hui, on ne ferait pas les cons dans les gorges, dans la rue, en ville. On irait sur le circuit, on paierait la somme à payer pour une journée, puis on se défoulerait. On n'irait pas mettre des vies en danger, ou nos vies, ou n'importe. Ce projet, pour vous parler brièvement des résultats et des effets, il a été évalué, hein, bien sûr. On considère que, premièrement, il a permis une prise de conscience. C'était l'objectif premier des jeunes, et un changement de comportement, qui était peut-être parfois décalé dans le temps, mais la prise de conscience, bien sûr, est, comment on va dire, nécessaire à un changement de comportement. Pour nous, il a surtout permis de valoriser les jeunes et d'augmenter leur pouvoir d'agir, qu'ils soient individuels ou collectifs. Aussi, un des aspects très importants pour nous, c'est que ce projet a permis l'accès plutôt à un public invisible pour les acteurs de la prévention traditionnelle. C'est-à-dire qu'il a permis en fait un travail de médiation. Une des personnes qui intervenait dans le projet était active depuis 27 ans dans le domaine de la prévention, et elle nous a remercié à la fin, parce qu'elle a dit « Depuis 27 ans, je rencontre une population qui pour moi était invisible ». Finalement, un des apports pour nous importants du projet, c'est la confiance établie entre jeunes, CEJAC, et les partenaires du projet, donc c'est l'aspect de la durabilité. Voilà, on peut passer au projet suivant. Nous avons ici tourné la page, un projet qui consistait à questionner le rapport entre les jeunes et la bibliothèque de la ville de Moutier. Au départ, il y a une situation géographique ici. Nos locaux sont voisins de la bibliothèque. Et au fil des années, on a fait une petite enquête de manière informelle, on constatait que le public de la bibliothèque et notre public différaient. Que les jeunes qui venaient chez nous ne fréquentaient pas la bibliothèque, que les jeunes qui fréquentaient la bibliothèque ne fréquentaient pas nos locaux. Notre enquête, on l'a menée avec les jeunes, on les a gentiment, progressivement amenés à la bibliothèque pour demander comment ils se sentaient. Et puis on a aussi posé la question aux bibliothécaires, comment elles jugeaient cette différence de public. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'une action conjointe était nécessaire, ou en tout cas intéressante. La satisfaction était générale. De notre part, on ne peut pas se satisfaire de voir un service public qui n'inclut pas une partie de la population. Pour les bibliothécaires, ne serait-ce que pour des questions statistiques, il y avait aussi une insatisfaction du fait que le public jeune était absent. Et de la part des autorités, il y avait aussi une insatisfaction de voir entre guillemets, que cette exclusion ou cette non-inclusion d'un public. On a voulu agir comme à notre habitude de manière participative. Donc notre première action, si tu peux passer le slide, a été, alors je parle du projet concrètement, pas de l'analyse qui a été aussi menée de manière participative, mais la préparation a été de créer un comité de pilotage. Ce comité de pilotage était constitué de gens qui représentaient la population. C'était important pour nous d'avoir des acteurs, des hommes politiques, des citoyens, différents membres, aussi des responsables du service technique. Et puis, ce groupe de pilotage devait concevoir tout le projet. Nous, on était seulement là en rôle d'accompagnement. On a posé le constat, et après on a demandé à ce groupe de pilotage de s'emparer de la question. Au sein de ce groupe de pilotage, il y avait aussi des représentants du public cible, entre guillemets. Une représentante, elle se trouve qu'elle est là aujourd'hui, c'est Chloé. Je ne sais pas si tu veux te lever ou si tu veux rester dans l'ombre, mais voilà, on peut l'applaudir. Chloé, à l'époque, tu me dis si je me trompe, tu avais 17 ans peut-être, ou 18 ans. Et donc, voilà, Chloé symbolise le fait qu'on essaie de donner aux jeunes des rôles dans nos projets. Donc on leur donne la possibilité d'endosser des responsabilités aussi, de réfléchir,
de décider et aussi d'agir. L'oratrice précédente demandait qu'est-ce que c'est la participation. Pour nous, la participation, il y a différentes échelles, mais un projet qui se veut participatif à un certain degré doit donner la possibilité aux jeunes de réfléchir, mais aussi de décider et d'agir. Parce que bien souvent, le mot participation se réduit à réfléchir ou proposer. Et après, il faut être sérieux. Au bout d'un moment, après, c'est les adultes qui décident. Qu'est-ce qu'ils ne sélectionnaient pas. Là, voilà, les jeunes, ils étaient, on va dire, ils avaient tout le processus en main. Concrètement, ce groupe de travail a proposé d'organiser 3 soirées. La méthode de travail pour ces 3 soirées était les ateliers de l'avenir. Toute la communication était pensée, j'ai dit tout à l'heure, par ce groupe de travail, ce qui garantit que c'est une communication incluante. C'est-à-dire que tout était réfléchi pour toucher, pour être incluant, pour toucher une majorité de la population. Le titre, par exemple, du projet n'a pas été décidé par nous, ni par les autorités, mais par le groupe de travail. L'ambiance de la soirée, qu'est-ce qu'on allait manger. Donc plein de petits détails qui permettent de soulever certaines barrières symboliques. Les 3 soirées avaient chacun un thème. La première, c'était la critique. Donc la critique de la bibliothèque. Les gens pouvaient être méchants. La deuxième était le rêve. Les gens pouvaient rêver. On a eu des propositions complètement farfelues de construire un toboggan ou d'avoir des licornes en liberté dans la bibliothèque. Mais c'est très important de laisser les gens la possibilité de rêver. Et le dernier atelier était la construction. Donc là, les gens on mettait en commun les rêves et les critiques, et ils devaient proposer des solutions, comme on dirait dans le langage politique, pragmatiques. Chaque atelier a attiré entre 30 et 70 personnes. Donc ils étaient ouverts à la population. Parmi ces personnes, une majorité de jeunes du public cible, mais je vous rappelle qu'on travaille avec le principe de la libre adhésion, donc il n'y a pas eu de contraintes, donc ils sont venus par eux-mêmes. Et puis, on avait aussi des personnes âgées, des responsables politiques, on a eu notamment le maire une fois, des conseillers municipaux, on a eu des citoyens ou des familles. Mais pendant les soirées, les rôles étaient répartis, on a réussi à, si je veux bien dire, abolir cette hiérarchie et à donner les moyens aux jeunes de vivre une expérience, je dirais, d'égal à égal avec toutes ces personnes, quel que soit leur statut. À la suite de ces ateliers, il y a des mesures immédiates qui ont été prises par la bibliothèque, je dirais des mesures gratuites par rapport aux recommandations qu'il y a eu. Ça, c'était pas engageant, c'était des mesures faciles à prendre, simples, de communication, d'aménagement. Et puis, il y avait les mesures, je dirais, contraignantes pour les autorités, pour les services techniques, ou bien coûteuses financièrement. Celles-là, elles ont été synthétisées par le groupe de travail, où c'est que Chloé, en l'occurrence, était la porte-parole des jeunes, donc ils avaient toujours le pouvoir de décision. Et eux, ils ont fait une priorisation de 3 actions qui devaient... ces 3 actions étaient prévues à long terme. Ces actions, si possible, intégraient aussi toujours la participation du public cible dans leur réalisation. Nous, notre principale fierté, c'est plutôt les aspects les moins visibles du processus, ce qui est le plus intéressant. Pour nous, le plus intéressant, c'est que le projet a permis aux participants de travailler les compétences citoyennes. Il a permis de questionner le principe de la participation en Moutier. Dans ce sens-là, il était assez bousculant pour les institutions telles qu'elles existent actuellement. On a identifié certaines barrières symboliques qui tenaient le public cible éloigné de la démocratie locale, de certains lieux, de certains services publics. Et puis, pour moi, la plus belle des gratifications, elle est venue peut-être 2 ans après le projet, quand la responsable de la bibliothèque m'a dit « Mais Silver, tu sais, finalement, ce projet, ce qui est le plus marquant, c'est qu'on a changé de regard sur les jeunes. » Donc quand elle dit jeunes, elle dit ceux qui étaient exclus de la bibliothèque, entre guillemets, ou qui s'excluaient. On les accueille différemment. Et donc, pour nous, ça c'est beau parce que c'est des effets invisibles, si on veut bien, ils ne sont pas matériels, mais ils sont
ils sont durables, voilà, ils ont du sens. Pour terminer, on va vous parler un peu de durabilité. C'est un aspect qu'on voudrait traiter à part, parce que c'est un aspect très important pour nous. C'est un aspect important de notre action, parce que on ne veut pas être dans le bling-bling, on ne veut pas être dans l'éclat, on ne cherche pas à être dans le coup d'éclat, de répondre aux besoins de communication du service, parce que des fois on essaie d'être dans l'autosatisfaction ou répondre à vos propres besoins, ni dans celle des autorités, on va être au service des jeunes, dans ce qu'ils ont besoin de... Ce matin ça a été dit, dans le temps long. Et on veut grandir avec les jeunes aussi, on veut avoir de l'effet sur l'environnement. Les autorités aussi. On aimerait modifier l'environnement, attaquer les causes plutôt que les conséquences des problèmes. Et c'est pourquoi on essaye d'identifier en quoi nos projets ils sont durables, et puis je dirais, pas révolutionnaire, le mot est un peu terme, mais ni impactant, parce qu'il paraît qu'on ne doit pas dire impactant, mais du coup, je suis sans vocabulaire, mais durable, voilà, et puis avec effet. Mickaël, je ne sais pas si tu veux un petit peu aborder, vu qu'on a encore beaucoup de temps. Alors oui, peut-être juste sur cet aspect de la durabilité. Donc ça revient en fait à ce que j'expliquais avant. Ces projets nourrissent en fait un retour vers le terrain. On prend l'exemple typiquement du projet Tourner la page, où les jeunes, par l'expérience qu'ils ont fait d'un espace d'expression démocratique, si on peut dire, autour de la bibliothèque, ont clairement pu identifier qu'il manquait de canaux en fait, pour entrer en contact avec les autorités. Il s'en est suivi un projet qui maintenant est moins un projet ponctuel comme celui-là, mais plus sur le long terme, de vidéos YouTube, à travers lesquelles, en fait, en collaboration avec l'exécutif de la ville, des jeunes peuvent poser des questions aux autorités. Ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que, par exemple, si je prends l'exemple des parlements des jeunes qu'on connaît souvent, eh bien, on utilise une sorte de photographie de parlement d'adultes avec les mêmes codes quelque part, et puis on y met des jeunes dedans. L'idée là est d'utiliser un outil jeune, une vidéo YouTube avec un langage qu'ils maîtrisent, et de pouvoir interpeller les autorités sur des sujets qui les concernent et qui les touchent. L'idée, le délai, on réduit les délais de réponse aussi pour pas éviter que on doit attendre 3 mois ou 6 mois comme pour une motion que ce soit traité. On laisse 2 semaines pour pouvoir avoir une réponse par rapport à ces interpellations. Et donc nous, ça fait aussi partie des aspects durables, donc de revenir sur le terrain avec d'autres projets, avec d'autres envies. On pourrait aussi en parler du projet de voyage sans écran qu'on a fait ce printemps. On a eu un gros projet où des jeunes qui manifestaient l'envie de partir en voyage, un week-end, etc. C'était pas tellement une démarche qu'on voulait, on voulait un petit peu la questionner avant d'entrer là-dedans. On ne comprenait pas exactement leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient y faire, et ils ont réussi à l'exprimer. Et on est parti pendant 10 jours en Guadeloupe au printemps. Et le fait de partir en Guadeloupe et pas au bord du lac de Bienne, comme ça aurait pu être l'envie de certains politiciens, nous dire mais qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'autre bout du monde, eh bien en fait a marqué comme quoi au sein de notre service, au sein de notre méthode qu'on voulait proche des jeunes, eh bien qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Et puis conséquemment à ce projet-là, eh bien, on a d'autres jeunes qui viennent, mais nous aussi, on aimerait pouvoir faire un voyage, réfléchir sur notre mobilité, notre droit, quel est notre statut, est-ce qu'on peut vraiment voyager avec un permis F, avec un permis B, etc., comment ça se passe, et de finalement avoir des apprentissages qui sont durables parce qu'on connaît mieux sa situation, on connaît mieux la situation de ses parents, qu'est-ce que ça nous permet de faire, etc. Nos droits aussi, là, en termes de mobilité, par exemple. Donc c'est vrai que tous ces genres de projets, pour nous, c'est jamais une finalité, c'est toujours quelque chose qui va re-questionner et qui va nous permettre aussi de râler au contact des jeunes avec des idées concrètes. Moi, je voulais juste mettre en lumière les autres personnes de l'équipe qui sont là, parce qu'on est venu massivement faire une séance d'UV. Je ne sais pas si on peut éclairer ou bien pas. Donc il y a encore Diar et Marine, parce qu'on est aussi là pour échanger.
Donc on est aussi là volontiers pour échanger avec les gens du terrain ou même les gens qui sont dans le bureau, même les penseurs. Hein. On n'est pas dogmatique, quoi. Alors il y a Marine encore, donc Chloé, j'ai dit qui faisait présidente du groupe de pilotage de Tourny-la-Page. Vous pouvez aussi la questionner sur l'apport de ce projet pour elle. Diar qui est en formation, donc qui fait la HES en travail social à Lausanne. Marine qui va faire la HES en travail social à Lausanne. Et puis Kendressa, elle veut pas, mais c'est la travailleuse de l'ombre. C'est celle qui, quand on parle de lien, c'est elle qui garantit le lien, qui fait en sorte ce lien visible, que quand on démarre un projet, les jeunes sont là, alors qu'il n'y a aucune... Des fois, on a tout qui est prêt. Hein. Je prends le projet de prévention routière, on avait une salle avec des intervenants, mais on n'avait aucune garantie que les jeunes y viennent. Celle qui a le lien magique qui fait que les jeunes ils sont là en confiance et puis engagés, sincères et que le projet peut démarrer à l'heure.